Tout de suite, on se rend à la salle où le premier ministre du Québec fait une conférence de presse. Vingtaine de cas seulement, des cas qui sont venus d'une situation où un résident de de RPA, d'une résidence personnes âgées, a assisté à des funérailles où il y avait une cinquantaine de personnes et c'est là que l'éclosion a eu lieu, donc autant dans la communauté que dans la résidence personnes âgées. Donc, ce n'est pas les employés qui ont contaminé les résidents, mais c'est bien un résident qui a contaminé les autres résidents. Il y a eu 16 ou 17 personnes dans un seul établissement pendant toute la durée de la crise. Donc, je pense que Mme Roy et son équipe ont fait un excellent travail. On s'est assuré tout au long de la pandémie qu'il y avait des équipements de protection individuelle suffisants dans tous les établissements, que les équipements étaient portés correctement. J'ai parlé avec elle des ajustements qu'on a à faire pour se préparer pour la deuxième vague. On est prêt du côté des employés, du côté des équipements. Il y a une chose qu'il faut améliorer, c'est qu'il faut accélérer la construction de 3 maisons des aînés et une rénovation d'un CHSLD, donc celui de Macamic. Et donc, les maisons des aînés, il y a 3 projets de prévus à Palmarol, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Et pourquoi c'est urgent de construire ces maisons des aînés et de rénover le CHSLD? C'est parce qu'on a encore, malheureusement, ici, des chambres où il y a plus qu'un résident. Donc, évidemment, quand il y a un virus, c'est pas idéal comme situation. Donc, les nouvelles maisons des aînés vont avoir seulement un résident ou une résidente par chambre. Puis il va y avoir aussi des espaces communs qui sont beaucoup plus grands. Donc, très important, on le sait, on a déposé même un projet de loi pour accélérer les infrastructures. Moi, j'espère que ces 3 maisons des aînés et la rénovation du CHSLD vont être terminées d'ici la fin de 2022. Donc, je parle d'un début de construction l'année prochaine, puis une fin de construction en 2022. Donc, entre-temps, on va prendre des mesures dans les CHSLD existants pour bien séparer, si jamais il y a une éclosion, les zones chaudes et les zones froides. Cet après-midi, j'ai rencontré avec Suzanne les maires et préfets du comté d'Abitibi-Ouest. Très bonne rencontre. On a discuté, bien sûr, de ce qui s'est passé du côté de la santé, mais aussi beaucoup de développement économique. Vous le savez, on va annoncer le mois prochain un nouveau fonctionnement avec les CLD et Investissement Québec. C'est important que toutes les entreprises, incluant les petites entreprises en région, soient capables d'être soutenues rapidement, soit par le CLD, soit par Investissement Québec, Abitibi-Témiscamingue, donc qu'il y ait plus de pouvoir de déléguer dans les régions, puis localement. On a discuté aussi de l'importance d'accélérer la réalisation d'à peu près tous les travaux, que ce soit des ponceaux, des ponts, des routes, on parlait des maisons des aînés. Il y a actuellement, qu'on parle de milieux humides ou de toutes les évaluations environnementales, des délais qui sont inacceptables. Et puis, c'est pas parce que le gouvernement veut se donner des pouvoirs exceptionnels qu'on demande de revoir les lois et règlements. C'est parce que quand on a l'appui des maires, des citoyens puis du gouvernement, je ne vois pas pourquoi certains groupes retarderaient de façon indue les évaluations, entre autres les évaluations environnementales. Donc, j'ai senti un appui chez les maires et préfets pour effectivement accélérer le déroulement des travaux pour les infrastructures, puis de réduire, entre autres, la durée des évaluations environnementales. Évidemment, on ne peut pas venir en Abitibi-Témiscamingue sans parler de forêt. J'ai eu l'occasion aussi ce matin d'être avec le député d'Abitibi-Est et ministre des Forêts. C'est un sujet qui a été touché aussi par certains maires et préfets.
c'est très important qu'on revoie puis qu'on ajuste le régime forestier. Actuellement, que ce soit des entreprises comme Résolu ou des scieries, ont deux problèmes avec le régime actuel. Premier problème, pas assez de prévisibilité. C'est difficile de demander à une entreprise d'investir dans des équipements si on n'est pas capable de savoir quel sera le volume d'approvisionnement permis pour, disons, au moins les 5 prochaines années. Deuxième problème, le prix de la fibre. Et quand on dit le prix de la fibre, c'est le coût total pour collecter le bois en forêt. Donc, il y a des travaux à faire, puis j'ai eu encore l'assurance de Pierre Dufour qu'au plus tard, au mois d'octobre, donc dans 2 mois, on va avoir des ajustements importants qui vont être déposés, qui devraient plaire aux entreprises, qui devraient nous permettre aussi, dans une région comme ici, de garantir à long terme les emplois payants qu'on a dans cette industrie, puis même, on l'espère, développer des nouveaux endroits. Bon, on a parlé aussi d'agriculture. On le sait, puis j'en ai parlé pendant la pandémie, on veut avoir une plus grande autonomie alimentaire. Donc, ça veut dire avoir plus de produits faits au Québec, moins de produits importés. On a été inquiet au cours du printemps de plus être capable de recevoir, entre autres, des fruits, des légumes des États plus au sud, en Amérique. Donc, je l'ai déjà dit, on veut doubler la superficie de serre au Québec, donc pour être capable de cultiver durant la saison d'hiver. On veut aussi regarder tous les projets, pas seulement dans le domaine des serres. Je sais qu'il y a déjà eu, puis je l'espère qu'il y en a encore, des projets du côté du bœuf. On sait que notre bœuf vient de l'Ouest canadien. En Abitibi-Témiscamingue, le prix des terres est raisonnable. Il y a un enjeu du côté des abattoirs. Pour tous les animaux, d'ailleurs, malheureusement, on a un problème de ce côté-là au Québec. Les animaux sont pas mal tout abattu à l'extérieur du Québec par une grande entreprise qui est dans une situation de quasi-monopole. Donc, c'est important. Puis on est ouvert, le gouvernement du Québec, à aider nos agriculteurs. C'est très important pour moi, l'achat québécois. Puis quand on dit achat québécois, bien, on pense tout de suite à acheter notre viande, nos produits alimentaires le plus près de chez nous possible, donc même région par région. Donc, je pense qu'il y a un potentiel de développement important en agriculture. Puis l'agriculture, c'est de l'économie. Donc, quand on parle des CLD, on parle d'Investissement Québec. Bien, les projets n'ont pas juste à être financés par la financière agricole, peuvent aussi être financés par les CLD puis par Investissement Québec. Donc, il y a du potentiel de ce côté-là. Évidemment, je termine avec les mines. Jonathan Julien travaille sur des modifications pour, encore là, réduire les délais d'autorisation. On parle de délais d'autorisation qui varient de 3 à 5 ans, alors qu'ailleurs, c'est 1 an ou 2. Donc, on veut réduire les délais d'autorisation. Le prix de certains métaux est à la hausse. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des projets intéressants qui émergent. On sait que dans la région, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, que ce soit toutes sortes de métaux, il y a des beaux projets, puis on va être ouvert aussi à cofinancer ces projets-là avec Investissement Québec. Donc, très belle visite dans la région, Abitibi-Témiscamingue, et très content d'être venu passer la journée avec Suzanne Blais. Merci, M. Legault. On va maintenant procéder à la période des questions des journalistes. Un micro est disposé au milieu de la scène. Merci de bien vouloir nommer votre nom, de même que le média que vous représentez, en vous limitant à une question et une sous-question par journaliste. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Madame la députée, M. le Premier ministre, vous êtes au courant de ce qui se passe à Sorel. Est-ce que votre plan est un échec avec ce qui se passe là-bas? À Sorel, vous dites? À Joliette. Joliette, oui. Sorel, je n'étais pas au courant, mais Joliette, bien, en fait, on a deux problèmes actuellement. On a un problème avec, à Québec, au Costco Le Bourgneuf. Il y a une éclosion. On est en train de prendre toutes les mesures. Le personnel va tout être testé. Puis j'invite aussi tous les clients
qui ont fréquenté le Costco Le Bourgneuf à aller se faire tester. Donc, on va développer une cellule pour, bien sûr, qu'on soit capable de circonscrire le problème. Concernant le CHSLD Parfilia Ferland à Joliette, il y a effectivement une éclosion importante dans une des unités. On parle d'une unité de 34 personnes, puis 20 résidents d'infectés, 3 employés. Donc, c'est quand même très grave, très préoccupant. Encore là, on a déclenché toutes les procédures de dépistage. On s'est assuré d'avoir tout le personnel nécessaire. Il va y en avoir des éclosions. Donc, il y a des personnes, que ce soit des employés, que ce soit des visiteurs, que ce soit même des résidents qui sortent de la résidence, qui vont malheureusement venir contaminer d'autres personnes dans des résidences, que ce soit des CHSLD ou des résidences privées. L'important, c'est d'intervenir très rapidement pour éviter éventuellement qu'il y ait des conséquences graves. Ce n'est pas un échec de votre plan, Monsieur le Premier ministre? Parce qu'on demande de laver les bains, on demande d'éviter les transferts zone jaune chaude, jaune froide. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'éclosion dans une résidence pour aînés. Ça arrive là, il va en avoir d'autres, vous l'avez dit. Là. Oui. Comment c'est ça que c'est arrivé? Bien, écoutez, c'est certain là, qu'on est en train d'examiner est-ce que le matériel de protection a été utilisé. C'est certain qu'il ne manquait pas d'équipement de protection, masques ou autres à ce CHSLD à Joliette. Maintenant, comment ça s'est transmis à 20 résidents puis 3 employés? Bien, il faut effectivement faire une enquête. C'est ce qu'on est en train de faire. Peut-être un mot sur Claude Julien. Êtes-vous inquiet, vous, partisan du Canadien? Ben oui, d'abord, je souhaite à Claude Julien de se remettre de son problème de santé. Je pense que c'est Kirk Muller qui va prendre sa place. Donc, j'espère que le Canadien, qui a fait une belle lutte hier soir, même si on a perdu 2-1, surtout en deuxième période, là, c'était très serré, même à l'avantage du Canadien. Carey Price était très bon. Donc, on souhaite prompt rétablissement à Claude Julien. Tania Neveu de Radio-Canada. Jonathan Marchand veut vous rencontrer. Monsieur le Premier ministre, il a établi son campement devant l'Assemblée nationale. Il ne veut pas bouger de là tant ou si longtemps qu'il ne va pas vous rencontrer. Avez-vous l'intention d'y aller ces week-ends? Bien, écoutez, que je le rencontre pas, ça ne changera rien à la situation. On est en train de regarder ce qu'on peut faire pour M. Marchand. Faut comprendre que du côté du principe, là, moi, je trouve ça effrayant que des personnes relativement jeunes se retrouvent dans des CHSLD plutôt que d'avoir les services à domicile. On a investi 280 millions récurrents de plus dans les soins et les services à domicile, donc on veut le faire. Là, ici, il s'agit d'une personne qui nécessite beaucoup d'heures. On ne parle pas de quelques heures, on parle plus d'une centaine d'heures par semaine de soins. Donc, évidemment, donner ces soins-là à domicile, quand on parle d'un nombre d'heures important comme ça, c'est un enjeu. Mais j'exclus rien à ce moment-ci. Je pense qu'il est entre bonnes mains avec Marguerite Blais. Là, Marguerite est en train, avec les gens du ministère et du CIS, de voir toutes les possibilités. Je comprends que son premier choix, c'est d'être à la maison. Je serai à sa place, je dirai la même chose. Donc, si on est capable de le faire, on va le faire. Mais on est en train de tout regarder les possibilités. Puis honnêtement, ça ne changerait rien que je le rencontre ou non. Les listes d'attente en chirurgie augmentent depuis le début de la pandémie. Est-ce que vous avez un plan pour réduire ces listes-là? Oui, on s'était donné un plan pour faire un rattrapage du côté des chirurgies. Puis d'ailleurs, on est en avance sur le plan. Donc, on a réussi à réduire les listes d'attente beaucoup plus rapidement qu'on le prévoyait. Donc, le travail se poursuit. Puis, on espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague, puis s'il y en a une, que ça ne sera pas trop fort, puis qu'on va pouvoir continuer ce rattrapage-là. Philippe Bessette, RNC Nouvelles. Des couvertures médicales, il y a eu quelques épisodes dans les dernières années dans la région. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour régler ça?
Oui. Bien, plusieurs choses. C'est un dossier qui touche beaucoup Suzanne Blais. On sait qu'il y en a eu, entre autres, à Amos. L'ancien gouvernement, le gouvernement libéral, avait fait un virage centralisation. Donc, quand je dis centralisation, c'est soit vers Rouyn-Noranda, puis même, si on parle d'Optilab et les tests, vers l'Université McGill. Donc, il faut redécentraliser. On a 7 centres dans la région. On est habitué à avoir des services de proximité. Il y a un outil qui est très important à mieux utiliser, qui a été, à mon avis, mal utilisé au cours des 5-10 dernières années. C'est ce qu'on appelle les PREM, les plans régionaux d'effectifs médicaux. Quand des étudiants, que ce soit en omnipratique ou en spécialité, sortent de nos 4 facultés de médecine, il doit y avoir un nombre équivalent de PREM, donc de places disponibles dans les différentes régions du Québec, que le nombre d'étudiants sortants pour indirectement forcer les étudiants à aller travailler là où on a le plus de besoins. Malheureusement, il y a des PREM qui ne sont pas comblés dans la région. Premier problème. Deuxième problème, les PREM sont par MRC. Donc, ça veut dire que les PREM ne peuvent pas être accaparés complètement par Rouyn-Noranda. Ils doivent être distribués, que ce soit à Amos, soit à La Sarre, soit à Val-d'Or. Donc, il faut, de ce côté-là, s'assurer que les services soient maintenus et qu'on ne soit pas obligé d'aller faire du recrutement à l'international. Il y a un certain nombre d'étudiants qui sortent à chaque année. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue payent les mêmes impôts et taxes que les gens de Québec ou de Montréal. Donc, c'est pas normal qu'il y ait moins de médecins. Je pense que c'est important aussi, puis on a envoyé un peu le signal, que les médecins s'en allent pas tous à Rouyn-Noranda, mais qu'il y a une partie, effectivement, qui soit dans les différents hôpitaux de la région. Ça fait près d'1 an, la commission vient, du moins les appels, les communautés autochtones disent que vous n'en avez pas fait assez. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Bon, d'abord, on a mis un comité en place sur le racisme où il y a Denis Lamotte, qui est notre député d'Ungava, policier qui a travaillé longtemps avec les Autochtones. La ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damour, est sur ce comité. Puis, comme je l'ai expliqué durant la campagne électorale, mon objectif, c'est d'essayer de faire des ententes avec chaque nation, que ce soit les Premières Nations ou les Inuits, un peu comme on l'a fait ou comme les gouvernements précédents l'ont fait avec les CRI. Et être capable de s'entendre sur différents services. Et puis, je pense entre autres à 3 services importants où on doit travailler très fort. Je pense à la santé, incluant la santé mentale. Je pense à l'éducation. Je pense aux services policiers. Quand on lit les recommandations du rapport, il y a du travail à faire de ce côté-là. Bon, évidemment, il y a tout un défi de donner ces services-là tout en respectant l'autonomie de chacune des nations. C'est pour ça qu'on a commencé, j'étais là aux premières rencontres avec les différentes nations, mais là, on veut y aller nation par nation, et c'est ce que Sylvie Damour fait actuellement. Et moi, j'ai bien l'intention de respecter les recommandations de ce rapport. Merci. Prochaine question. Charles Laferrière, Radio Énergie. Les préfets de la région ont fait leur demande de priorité. Et on sait, la 117 revient encore, c'est un dossier qui traîne depuis des années. L'Internet également. Quelles sont vos intentions en tant que gouvernement dans ces dossiers-là? Puis le président de la direction de la préfet a levé le ton. Là. On commence à être tanné de tout le temps parler du même dossier. OK. Bien, écoutez, moi, j'ai un mandat de 4 ans. J'ai promis sur ces 2 dossiers d'agir pendant les 4 ans. Donc, la promesse que j'ai faite en 2018, les promesses que j'ai faites en 2018 tiennent toujours. Donc, la 117 va se faire par phase. C'est un dossier qui tient beaucoup à cœur à Pierre Dufault. Il y a eu beaucoup d'accidents avec décès sur la 117, entre autres
entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Donc, il faut être capable d'avoir des voies de dépassement puis de faire tous les projets qui sont inclus d'ailleurs, puis j'en profite pour en parler, dans le projet de loi 61 qui a été refusé par les 3 partis d'opposition. On a besoin, au-delà de toutes les études et les évaluations, de procéder rapidement. Il y a une question de sécurité sur la 117. Maintenant, concernant Internet haute vitesse, je me suis engagé à ce que les 340 000 résidences au Québec qui ne sont pas branchées Internet haute vitesse et cellulaire le soient. Il y en a un certain nombre ici dans la région. Bon, on a, pendant 1 an et demi, un peu attendu le gouvernement fédéral à qui on demandait d'en financer la moitié. C'est trop long. Donc, ce que j'ai demandé au ministre de l'Économie, c'est de le financer complètement par le gouvernement du Québec. Dans un deuxième temps, on essaiera d'aller collecter le gouvernement fédéral pour leur part. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, Pierre Fitzgibbon rencontre toutes ce qu'on appelle les telcos, les entreprises donc comme Bell, Vidéotron, TELUS, Derry et compagnie. Puis on leur demande combien ça nous coûte, combien ça va nous coûter, là, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars, pour que ces entreprises soient capables d'offrir des tarifs comparables aux tarifs qui sont dans les grandes villes, mais en nous chargeant un montant pour que ça soit rentable pour eux autres, parce qu'actuellement, il y a certaines résidences là, éloignées qui ne sont pas rentables pour ces entreprises-là. On leur demande que le travail soit fait et puis que tout ça soit signé rapidement. Dossier des transporteurs aériens, on sait qu'Air Canada a annoncé qu'il allait plus desservir l'aéroport de Val-d'Or. Les villes appuient Air Québec, le transporteur aérien local. Quelles sont vos intentions en tant que gouvernement dans ce dossier-là qui, encore une fois, fait beaucoup réagir et a beaucoup d'importance dans la région? Bon, c'est un dossier qui me touche personnellement parce que vous le savez, j'étais dans ce secteur-là dans mon ancienne vie. Donc, je connais très bien Air Canada qui est en situation de monopole. C'est inacceptable, la situation actuelle. Il y a des régions qui n'ont pas de fréquence suffisante, puis il y a des régions qui ont des tarifs qui n'ont pas de bon sens. Quand on se souvient que dans le temps, Air Transat chargeait 500 $ aller-retour sur Paris, puis qu'eux autres, ils en chargent 1000 $ aller-retour pour aller dans une région, c'est clair qu'il y a un abus de ce côté-là. Donc, ce qu'on est en train de proposer à différents transporteurs, incluant Air Québec, mais incluant aussi d'autres transporteurs, c'est de leur demander un minimum de fréquence et un maximum de tarifs garantis, région par région, aéroport par aéroport. Puis moi, je considère que c'est un service qui est essentiel. Donc, c'est normal que le gouvernement du Québec paye une compensation à ces entreprises-là, surtout à court terme où il y a moins de volume qu'à l'habituel.